Du Frasnien au Xélien, le Late Paleozoic Ice Age perdurait. La Terre connaissant des cycles de périodes de glaciation brutale et intense, suivis de périodes interglaciaires. Le Permien, dernière période du Paléozoïque, va cependant connaître la fin de cette période froide qui avait modelé les écosystèmes carbonifères avec la vaste forêt tropicale de l'épidophyte. Le grand effondrement de la forêt tropicale carbonifère est une période d'extinction mineure qui marque l'avènement du Permien. Le crépuscule du Late Paleozoic Ice Age s'accompagne de grands renouvellements fauniques et floristiques, avec l'ascension des amniotes ou encore la grande diversification des acrogymnospermes, remplaçant arthrophytes et lépidophytes. De nombreux sites fossilifères témoignent de cette nouvelle étape dans l'histoire de la vie au Phanérozoïque, et ce, dans le monde entier, avec les sites des monts Oural, le Niger ou encore le bassin du Karoo, en passant par le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique, ou encore le site français d'Autun. Tous montrent l'évolution de la biosphère permienne au cours des derniers temps du Late Paleozoic Ice Age. La transition quasimovien-xélien connaît un premier grand changement climatique, avec l'établissement d'une longue période interglaciaire. Les inland seas se retirent en même temps que la forêt tropicale, qui se retrouve grandement réduite, du fait d'une raréfaction des précipitations, d'une transgression marine majeure qui va venir tout simplement noyer les marécages, et enfin d'une aridification du continent. Les lépidophytes dominant cette forêt tropicale déclinent, du fait de ces bouleversements environnementaux, mais aussi du fait de la concurrence toujours plus intense avec une flore xérophile composée par des cordaïtophytes, des cicadophytes et bien évidemment des pinophytes. Ce grand effondrement de la forêt de l'épidophyte engendre une première grande crise biologique mineure qui va par la suite marquer l'avènement du Permien. Pour mieux connaître cette période géologique, nous devons tout d'abord la localiser sur la charte chronostratigraphique internationale. Et ça tombe bien puisque la charte chronostratigraphique internationale vient d'être mise à jour en cette année 2019. Le Permien est la dernière période du Paléozoïque, s'étendant sur 47 millions d'années de 299 à 252 millions d'années, et est constitué de 3 séries géologiques. Le Cisuralien de 299 à 273 millions d'années, le Guadalupeien de 273 à 259 millions d'années, et bien sûr le Lopingien de 259 à 252 millions d'années. Ces 3 séries sont elles-mêmes subdivisées en 9 étages, du plus ancien au plus récent, l'Acélien, le Sakmarien, l'Artinskien, le Kungourien, le Rhoodien, le Wardien, le Capitanien, le Wuqiapingien et le Chanzingien. Le stratotype du Permien provient de la Perme en Russie, d'où il tient d'ailleurs son nom. Différents sites fossilifères caractérisent d'ailleurs cette même période géologique. Les plus importants sont principalement localisés dans 3 aires géographiques. Le bassin du Karoo pour les faunes et flores continentales du Guadalupeien et du Lopingien, les gisements russes des monts Oural pour la paléobiodiversité marine et continentale de la totalité de la période permienne, et enfin les innombrables gisements cisuraliens du bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique. On peut y rajouter les grès rouges du Var en France, correspondant à un ancien lac en milieu continental, le bassin houillé d'Autun, qui est très célèbre, le bassin de Bowen en Australie, et enfin les régions d'Arlit et d'Agadez au Niger. Au cours du Permien, l'orogenèse hercynienne ou varisque, résultant de la collision continentale entre le Proto-Gondwana et la Laurasie, achève son extension. Désormais, la chaîne est constamment érodée et entre en phase de pénéplénation. Les sédiments résultant de l'érosion du massif vont constituer bien plus tard les grands bassins sédimentaires permiens que nous étudions aujourd'hui. La Pangée, alors entièrement formée, est bordée d'un vaste océan global, la Pantalassa, et de l'océan Paléothétis à l'est. Le continent gondwanien s'éloigne progressivement du pôle sud et le Permien est marqué au cours de ces 47 millions d'années par de forts contrastes climatiques. Le Permien inférieur débute avec une glaciation majeure du Gondwana, et ce dès l'Acélien. Il en résulte bien sûr l'extension des inland seas sur les terres gondwaniennes. Le Sakmarien, deuxième étage du Permien, connaîtra même une possible glaciation dans l'hémisphère nord, d'anciennes données stratigraphiques russes venant conforter cette hypothèse.
Cependant, il s'avère aujourd'hui que les conglomérats de diamictite, supposés évidemment marquer la glaciation polaire de l'hémisphère nord au Sakamérien, auraient été mal datés et correspondraient plutôt aux Moscoviens, donc on n'est absolument pas au Permien. La glaciation polaire de l'hémisphère nord au Sakamérien demeure donc pour l'instant très incertaine et hypothétique. Mais quoi qu'il en soit, le Sakamérien correspondrait très certainement au maximum glaciaire du Permien. Par la suite, le Permien connaît une période de réchauffement climatique intense au cours de l'Artinskien, et à l'Artinskien supérieur, les inlandsis gondwaniens ont totalement disparu. Ce qui engendre bien sûr des transgressions marines majeures et de grands bouleversements environnementaux, possiblement l'une des causes de la crise d'extinction mineure d'Olson. Nous sommes alors au crépuscule du Late Paléozoic Ice Age. Durant 12 millions d'années, les glaces ne réinvestiront plus du tout les deux hémisphères. Les inlandsis finiront tout de même par de nouveau recouvrir l'extrême sud du Gondwana au cours du Roadien, mais seulement pour 14 millions d'années. Et oui, parce que le Late Paléozoic Ice Age arrive à sa fin, et au cours du Capitanien, il s'arrête définitivement. Un réchauffement climatique majeur commence du fait de l'activité volcanique. Mais attention, l'activité volcanique n'est pas le seul facteur pour expliquer la fin du Late Paléozoic Ice Age, et d'ailleurs c'est ce que nous allons voir tout de suite. En effet, depuis le Dévonien supérieur, le pôle sud était localisé sur le continent gondwanien, favorisant tout simplement la pérennité des glaces et l'extension des inlandsis. Mais voilà, toute bonne chose a une fin, et pour le Late Paléozoic Ice Age, le Permien moyen rime avec disparition des glaces. En effet, le pôle sud se retrouvera en situation offshore au Permien moyen, c'est-à-dire en milieu océanique et non plus en milieu continental. La situation géographique du pôle sud en plein océan est plutôt pour le coup favorable à la fonte des glaces et la disparition totale des inlandsis. La tectonique fut l'une des causes majeures du Late Paléozoic Ice Age, et ça il faut s'en rappeler. En effet, au Dévonien, avec la formation de la Pangée, engendrant la fermeture de l'océan Réique ainsi que Iapetus, s'ensuit une modification dramatique de la courantologie océanique, favorisant bien sûr les glaciations. Au Guadeloupien, ce n'est pas vraiment la même chose. La courantologie océanique n'est pas vraiment impactée. C'est plutôt la position géographique du pôle sud qui passe de continental à océanique, ce qui est un désastre pour la pérennité des glaces. Aujourd'hui, on peut remarquer que les inlandsis, à savoir une épaisse couche de glace reposant sur un socle continental, ne perdurent qu'au Groenland et en Antarctique, ce qui montre que la position géographique d'une masse continentale a son rôle à jouer dans une glaciation ou dans une disparition des glaces, tout simplement. Parlons maintenant de la biosphère permienne, en commençant par la paléobotanique. La paléoflore acélienne résulte de la paléoflore quasimovienne exélienne et se compose principalement de vastes forêts de pinophytes basaux, à savoir les volziales. Concernant la vaste forêt tropicale de l'épidophyte, elle va continuer à s'étendre au cours de l'Acélien et du Sakamérien, atteignant une superficie maximale d'1 640 000 km². Cependant, c'est la dernière fois que cette forêt tropicale de l'épidophyte atteindra une telle superficie. De plus, ces forêts restent localisées essentiellement sur les grandes îles entourant la vaste Paléothétis, à savoir les îles continentales du bloc Yangtze et les îles sino-coréennes. C'est effectivement sur ces immenses îles que des lépidophytes tels Diaphorodendron ou encore Sigillaria perdurent et prospèrent encore, composant ainsi de vastes forêts tropicales. Mais la situation est radicalement différente concernant les forêts tropicales du continent pangéen. L'ancienne forêt tropicale du Carbonifère, qui s'étendait d'est en ouest de la Pangée, comprenant ainsi la chaîne Varisque, n'est désormais plus. Au début du Permien, c'est cette fois-ci la flore xérophile qui domine cette aire géographique de la Pangée. On y retrouve une flore relativement proche des milieux mésozoïques, avec une prédominance des acrogymnospermes, principalement des pinophytes basaux comme les volziales, ainsi qu'une abondance de cicadales du genre Taeniopteris ou encore du genre Bjuvia. Les phylicophytes deviennent aussi dominantes avec une grande diversification de ces dernières. Cependant, une part non négligeable de la forêt tropicale du Carbonifère a aussi survécu sur les immenses îles continentales du bloc Yangtze et du bloc sino-coréen, et ce de la même manière que les lépidophytes. Ce sont les cordaïtes que nous allons à présent découvrir. Les cordaïtales constituaient la flore dominante des derniers temps du Carbonifère dans les milieux humides, et ils étaient très diversifiés. Les restes fossiles de cordaïtophytes sont principalement localisés dans l'hémisphère nord. La plupart sont nord-américains et européens, mais les taxons les plus récents sont chinois, avec le genre Changxiuxilon sinense. Les deux sites que j'ai moi-même pu découvrir dans les deux dernières sorties fossiles, à savoir les affleurements houillés
à proximité de la Bélodone, ainsi que les terrils du Nord-Pas-de-Calais ont dévoilé de magnifiques fossiles de cordaïtes, caractérisés par de longues feuilles rubanées avec de belles nervures parallèles. L'abondance de ces feuilles témoigne de l'omniprésence de ces lignophytes anciens aux formes arborescentes et buissonnantes. Comme la plupart des espèces arborescentes en paléobotanique, les cordaïtes se sont vus attribuer des morphogenres, comme le tronc portant le joli nom de Cordaioxylon, ou encore les fructifications portant le nom de Cardiocarpus. Les cordaïtes possédaient en effet une grande diversité écologique. Certaines espèces, la plupart d'entre elles, étaient hygrophiles et adaptées donc en milieu humide. D'autres, beaucoup plus rares, étaient xérophiles et prospéraient en très haute altitude. Certains cordaïtales étaient de petits buissons prospérant dans les milieux humides, tandis que d'autres pouvaient être des arbres pouvant atteindre 20, 30 voire 50 mètres de haut. Les cordaïtales sont aujourd'hui considérés comme les plus proches parents des pinophytes, et les causes de leur extinction demeurent encore aujourd'hui très controversées. Aujourd'hui, on suppose qu'une grande aridification du continent pangéen au cours de la transition xélien-acélien aurait eu raison de la plupart des cordaïtales de la même manière que les lépidophytes arborescents. La quasi-intégralité des genres de cordaïtales, comme Mesoxylon ou encore Pennsylvanioxylon, s'éteignent. Et en Chine, les fameuses îles sino-coréennes, le Shangzhou-xylon, demeure le dernier genre représenté dans le registre fossile. Comme pour les lépidophytes, il semble que les vastes îles Yangtze et sino-coréennes aient constitué les derniers refuges des cordaïtes au cours du Permien inférieur. Si les îles-continents encerclant la Paléothétis sont encore dominées par la paléoflore tropicale carbonifère, sur le continent pangéen, il en va tout autrement. Dès l'Acélien, des forêts de pinophytes basaux s'étendent et remplacent les forêts tropicales carbonifères. Les voldiales, ces fameux pinophytes basaux, vont alors coloniser les zones tempérées et les zones tropicales. Les voldiales, comme le célèbre Walkia, sont des acrogymnospermes basaux, représentés dans les deux hémisphères. Ils sont particulièrement abondants dans les grès permiens et constituent la flore dominante du continent pangéen, aux côtés des premières cicadales, des phylécophytes et bien sûr des ptéridospermatophytes xérophiles comme Glossopteris. Les voldiales, comme Voldia, Walkia ou encore Buriadia, étaient comme tous les pinophytes caractérisés par un bois homoxylé constitué de trachéides. Ils produisaient aussi des graines protégées par des écailles ligneuses dans les strobiles. Cela leur permettait de coloniser les zones arides, voire désertiques, ce qui était un extraordinaire avantage pour les flores du Permien inférieur. En effet, il était quasi impossible pour les flores hygrophiles, de lycopodes ainsi que de cladoxylopsides dévoniens et carbonifères de se développer et de coloniser les zones arides et désertiques. Les voldiales étaient pour la plupart des pinophytes arborescents pouvant atteindre des tailles assez importantes. En effet, elles pouvaient mesurer 10 à 30 mètres de haut. Et ils étaient tellement abondants dans le registre fossile triasique et permien qu'ils sont aujourd'hui considérés comme d'excellents fossiles biostratigraphiques, avec par exemple les grès à Voldia. Si vous voulez en savoir plus sur les acrogymnospermes en paléobotanique, sachez qu'une vidéo entière leur a été consacrée, elle est juste ici. Enfin, il ne faut pas oublier que les schistes bitumineux d'Autun, en Bourgogne, présentent les premiers écosystèmes de l'Acélien au Permien, et dans cette flore acélienne abondent les premières cicadophytes, comme le Taeniopteris. Les paléocycas ont colonisé la quasi-intégralité de la Pangée, devenant des plantes largement communes au cours du Permien. Les fronts fossiles ainsi que leurs stipes sont d'ailleurs très bien représentés dans les gisements fossilifères français. Comme vous l'avez vu, les flores permiennes semblent beaucoup se distinguer des flores dévoniennes et carbonifères, ce qui illustre bien sûr les grands bouleversements environnementaux de cette même période. Mais même si les lycopodes arborescents ont très largement décliné, d'autres lycopodes ont mieux supporté les différents changements climatiques survenus à la fin du Carbonifère. Ce sont les Calonériacées et les Pleuroméiacées, des lycopodes arborescents mais non ramifiés, caractérisés par cette longue tige érigée à la verticale et se terminant par une zone fertile et une grande masse de microphiles sessiles. Les Calonériacées sont quasi essentiellement représentés dans le registre fossile Carbonifère, alors que les Pleuroméiacées sont surtout connus des gisements triasiques, ce qui veut dire qu'il y a un gap fossilifère concernant les pleuroméiales en plein Permien. Des spores fossiles de Pleuroméia ont par contre été retrouvés au Permien supérieur, ce qui indique donc bien un gap fossilifère concernant ces derniers. Des découvertes futures pourraient donc apporter de nouvelles données sur ces pleuroméiales.
Enfin, s'il y a bien un clade qui s'est surprenamment bien adapté aux milieux arides du Permien, ce sont les ptéridospermatophytes, et plus précisément les Glossopteridacées. Les Glossopteris étaient de grands ptéridospermatophytes arborescents, pouvant atteindre plus de 30 mètres de haut et constituant autrefois de nombreuses et vastes forêts tempérées recouvrant une grande partie du Gondwana. Les feuilles de Glossopteris sont lancéolées et présentent une nervure centrale, la plupart du temps bien visible. Étant de plus extrêmement bien représentées dans les registres fossiles du Permien, les feuilles de Glossopteris sont d'excellents marqueurs biostratigraphiques. D'ailleurs, les mines de charbon australiennes sont très largement issues de la carbonisation des anciennes forêts de Glossopteris, qui recouvraient autrefois tout le nord de l'Australie. Les Glossopteris sont d'ailleurs tellement abondants qu'on les retrouve même en Antarctique, avec Gangamopteris cyclopteroides, un morphogenre correspondant aux feuilles du Glossopteris. Pour information, on a découvert ces feuilles dans les roches sédimentaires du mont Kota, en Antarctique. Mais malgré leur grande diversité, les Glossopteridacées restent localisés dans l'hémisphère sud. Et ils ne passent pas la crise Permien-Trias. Ils s'éteignent il y a environ 252 millions d'années. Si vous voulez plus d'infos concernant les ptéridospermatophytes, une vidéo leur a aussi été consacrée. La voici. Le Carbonifère est connu pour avoir un taux de dioxygène atmosphérique étonnamment élevé, environ 29 à 30%. Mais le Permien a connu un taux de dioxygène atmosphérique encore plus élevé, avec un taux culminant entre 34 et 35% au cours de la transition sac-marien-artinskien. Ces taux de dioxygène extrêmement élevés au Permien peuvent être expliqués par l'extension des forêts de lépidophytes et d'arthrophytes dans les îles continents du bloc Yangtze et sino-coréen, en même temps que la formation de forêts denses de pinophytes, de filicophytes ainsi que de Glossopteridacées sur le Gondwana. Enfin, cette ultime augmentation du taux de dioxygène atmosphérique peut être corrélée avec le maximum glaciaire du Permien, à savoir celui du Sac-Marien. Et c'est au cours de ces deux étages que les amniotes vont s'imposer sur les écosystèmes terrestres. Et comme vous l'avez deviné, il est maintenant temps de découvrir les paléofaunes du Permien inférieur. Au Permien, la faune continentale connaît une véritable révolution. En effet, dès le Permien inférieur, les stégocéphales vont considérablement se diversifier et occuper tous les milieux aquatiques. Certaines espèces sont dulcacicoles, tandis que d'autres sont marines. Parmi les stégocéphales les plus diversifiés, on parlera bien évidemment des temnospondyles. Les temnospondyles sont des tétrapodes particulièrement abondants au Permien. Ils se caractérisent par un crâne massif et très ornementé. A noter qu'on retrouve surtout ces ornementations sur le toit crânien avec des alvéoles, des bosses ou encore des sillons. Les vertèbres sont dites rachitomes car constituées d'un pleurocentre, d'un intercentre et d'un arc neural. Les fenêtres interptérygoïdiennes et les cropalatins sont quant à eux très bien développés. Le registre fossile des temnospondyles au Permien inférieur nous permet de déduire une grande répartition géographique. On les retrouve sur tous les continents, ce qui témoigne d'un certain succès évolutif. Ces stégocéphales étaient pour la plupart dans les plus hauts réseaux trophiques. Il existait donc de très grands temnospondyles prédateurs comme le Prionosuchus plumeri, un archégosauridé de 7 à 9 mètres de long. Quand même. L'holotype de Prionosuchus découvert dans la Pedrado Fogo Formation au Brésil serait cependant très fragmentaire et correspondrait à un juvénile. En effet, on a tout de même découvert d'autres spécimens bien plus volumineux, dont de superbes crânes. Le Prionosuchus représente un magnifique cas d'évolution convergente avec nos crocodiliens modernes ou encore les fameux phytosaures. Ses longues mâchoires étroites et ses dents coniques évoquant davantage un régime alimentaire piscivore, bien que d'autres stégocéphales devaient très certainement constituer certaines de ses proies. Prionosuchus devait être l'apex prédateur des lacs et rivières du Cisuralien moyen, dans le Gondwana tropical de l'Artinskien, étage où les Inansis se retirent. Pour illustrer la diversité des temnospondyles, on peut encore parler de leur diversité morphologique, avec le fameux Platystrix, un temnospondyle découvert dans l'Acélien texan. Ce petit stégocéphale, connu essentiellement d'un crâne et de quelques épines neurales hypertrophiées, présentait une voilure dorsale, caractère encore jamais retrouvé chez les stégocéphales. On suppose que cette voilure dorsale devait très certainement jouer un rôle majeur dans la reproduction, en vue d'une certaine parade nuptiale. Les temnospondyles possédaient donc une grande diversité morphologique. Ces derniers vivaient dans les vastes milieux humides de la Pangée, dans les lacs et rivières bordés par une végétation absolument luxuriante. D'ailleurs, depuis longtemps, on considérait le supercontinent Pangée comme une immense étendue aride. Mais les dernières découvertes paléontologiques et géologiques viennent démonter cette idée reçue. Au Permien inférieur, le Gondwana était bien plus humide que l'on pouvait l'imaginer.
En témoigne la présence de vastes forêts de Glossopteridacées et la présence de sites fossilifères là où devait se trouver un immense désert, comme ceux du Niger. C'est le cas de la formation de Moradi au Niger, qui a dévoilé une magnifique faune fossile aquatique, dont de grands ténospondyles comme Niger Péton ou encore Sahara Stega. Peut-être s'agissait-il ici d'un lac ou d'un fleuve résultant des précipitations ou des glaciers de la chaîne hercynienne. Par contre, il est évident que plus nous allons au centre de la Pangée, plus les milieux sont arides. En effet, les précipitations ne parviennent pas au centre de la Pangée. À ce moment, il y aura aussi des extrêmes saisonniers, avec des hivers très froids et des étés extrêmement chauds. La faune continentale au Permien inférieur voit l'avènement des pélycosaures, un groupe paraphylétique car ne comprenant pas les thérapsides. Mais par souci de simplification, nous qualifierons ces synapsides cisuraliens de pélycosaures. Les pélycosaures, apparus au cours du Pennsylvanien avec les premiers ophiacodontidés tels Archaeotyrus, vont rapidement se diversifier et coloniser tous les milieux de la Pangée cisuralienne. Ces premiers synapsides arboraient divers caractères basaux, comme une mandibule constituée de nombreux os et pas seulement du dentaire, comme les mammifères aujourd'hui. Les os coronoïdes sont aussi présents, les dents palatines sont encore bien développées et l'os lacrymal est dominant par rapport à l'os maxillaire, ce qui ne sera plus le cas chez les taxons plus dérivés. Cependant, la denture des pélycosaures montre une certaine hétérodontie, avec un début de spécialisation. Apparaissent par exemple les premières caniniformes. Cette différenciation dentaire est le propre de tous les synapsides. Parmi les pélycosaures, les ophiacodontidés sont les plus basaux. Ces synapsides pouvaient atteindre de grandes tailles, tel le genre type, à savoir Ophiacodon. Ophiacodon est connu en Europe, avec le fameux site d'Autun, mais il est aussi connu en Amérique du Nord. Son squelette est plutôt complet, et on estime que l'animal pouvait atteindre entre 2 et 3 mètres de long, ce qui fait d'Ophiacodon un des premiers grands amniotes prédateurs. Il vécut au Cisuralien il y a environ 290 millions d'années, au sac marien terminal. Les ophiacodones étaient pourvus de très longues mâchoires. À première vue, la denture semble homodonte, soit non différenciée, mais en réalité, il y avait bien des caniniformes. Ophiacodon était très certainement un apex predator, jusqu'à ce qu'il finisse par être détrôné. On sait qu'il vivait dans les milieux humides de la Pangée, dans les vastes forêts marécageuses de pinophytes, de cicadales, d'arthrophytes et de philippophytes, et au cours de l'Artinskien, ces forêts humides déclinent, entraînant de surcroît le déclin de ces derniers. Les pélycosaures connaissent leur âge d'or au cours du Cisuralien, au Permien inférieur. Parmi les premiers synapsides spécialisés, nous citerons bien sûr les caséidés à la morphologie si particulière. En effet, on remarque chez ces synapsides la réduction des caniniformes et l'apparition d'une denture spécialisée pour l'herbivorie, une spécialisation alors inédite chez les amniotes, bien que d'autres synapsides, les édaphosaures, aient eux aussi entamé cette spécialisation. Par contre, d'autres tétrapodes, comme les diadectidés, se sont eux aussi adaptés au régime alimentaire herbivore, en témoigne leur denture caractéristique. Les caséidés sont connus pour avoir un corps assez disproportionné, avec une cavité thoracique absolument énorme et une tête ridiculement petite. Cet écart de taille entre la tête et le corps s'explique par la nécessité d'avoir un système digestif suffisamment développé pour pouvoir digérer la matière végétale ingérée, la végétation contemporaine des caséidés étant assez coriace. Et il s'agit ici d'une énième adaptation à l'herbivorie. Les caséidés étaient étonnamment diversifiés, et on les retrouve dans le registre fossile du Pennsylvanien supérieur au Tchanzingien supérieur. Ils font partie des rares pélycosaures à perdurer tout au long du Permien. Ils sont représentés par divers spécimens fossiles composés de squelettes très partiels jusqu'aux squelettes parfaitement conservés et complets. C'est par exemple le cas de Cotylorhynchus romeri, le plus grand des caséidés connus, dont la taille pouvait dépasser les 4 mètres de long. Ces synapsides ont été découverts dans le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique, mais on les retrouve aussi dans les sites fossilifères français, avec Rutenosaurus russelorum ou encore Euromyther rutenus, découverts dans les grès rouges permiens du bassin de la Rodèze en Aveyron. Ces caséidés sont connus respectivement d'un crâne bien conservé et de restes post-crâniens partiels. Rutenosaurus était bien plus volumineux que son cousin Euromyther, et de plus, le spécimen de Rutenosaurus pourrait être un spécimen juvénile. Ainsi, ces découvertes françaises traduisent l'extraordinaire diversité des caséidés dans la région équatoriale de la Pangée. De l'Acélien au Guadeloupien, la faune synapside connaît aussi ses grands prédateurs,
à savoir les Sphénacodontidés. Ce sont les pélycosaures emblématiques du groupe, et ils sont représentés par divers spécimens fossiles, découverts au Texas, au Nouveau-Mexique, au Royaume-Uni, en Allemagne ou encore en France. Ils sont donc essentiellement laurasiatiques et vivaient dans la zone équatoriale de la Pangée, à en juger par l'omniprésence des restes fossiles laurasiatiques, nord-américains et européens, et l'absence de restes fossiles de Sphénacodontidés au Gondwana. Ces grands prédateurs sont considérés comme les pélycosaures les plus dérivés, et on considère d'ailleurs que les thérapsides auraient littéralement émergé des Sphénacodontidés. Contrairement aux autres pélycosaures, le maxillaire est bien plus développé et couvre une partie du crâne bien plus importante que le lacrymal. Les canines sont aussi bien visibles, montrant une belle hétérodontie, et les dents en général sont crénelées. Le dentaire est aussi plus allongé, et la lame réfléchie de l'angulaire est présente chez les Sphénacodontidés. Au vu de ces caractéristiques morphologiques et anatomiques, les Sphénacodontidés étaient les apex predators du Permien inférieur, tout comme l'ont été les Ophiacodontidés à l'Acélien. En France, le genre Neosaurus a été découvert dans le site fossilifère d'Autun, encore une bien belle découverte dans ce site. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est l'un des plus anciens Sphénacodontidés, car c'est un Sphénacodontidé acélien. D'autres Sphénacodontidés ont prospéré dans les milieux humides et marécageux de la Pangée, tel le Secodontosaurus, pourvu d'une belle voilure dorsale et de mâchoires longues et étroites avec des dents coniques parfaitement adaptées au régime alimentaire piscivore. Voici encore un cas de convergence évolutive avec les crocodiliformes, des phytosaures ou encore des spinosauridés. Ces caractères montrent surtout une hyperspécialisation aux milieux humides chez Secodontosaurus, ce qui peut être au long terme un sacré problème car les changements climatiques étaient monnaie courante au Permien. Les milieux humides et marécageux devaient donc être souvent confrontés à des périodes d'aridification. C'est peut-être là l'une des causes de l'extinction des Sphénacodontidés au Permien moyen, peut-être due à une aridification progressive et à la disparition de leurs milieux tropicaux. Enfin, on ne peut pas parler des Sphénacodontidés sans mentionner le célèbre Dimetrodon, avec son impressionnante voilure dorsale. Dimetrodon est particulièrement bien représenté par de très beaux squelettes fossiles complets, dont de nombreux crânes, découverts au Nouveau-Mexique, au Texas, mais aussi en Allemagne. Une fois de plus, ces restes fossiles sont essentiellement localisés dans les zones équatoriales de la Pangée, et ce en Laurasie. Le Dimetrodon se distingue des autres Sphénacodontidés par l'hypertrophie de ses épines neurales qui, ensemble, forment une impressionnante voilure dorsale, dont la fonction, si tant est qu'il y en ait une, reste encore bien mystérieuse. On pense malgré tout que la voilure devait jouer un rôle majeur dans les parades amoureuses, ce qui est pour ma part l'hypothèse la plus séduisante, la fonction thermorégulatrice étant aujourd'hui très discutée par la communauté scientifique. On pense de plus que les pélycosaures tels les Ophiacodontidés étaient tous poikilothermes et ectothermes, à la différence des synapsides plus dérivés tels les mammifères par exemple. Au Permien moyen, plus précisément au Roadien, les pélycosaures s'éteignent quasiment tous, probablement victimes des divers bouleversements environnementaux provoqués par les derniers soubresauts du Late Paleozoic Ice Age. Une grande aridification va favoriser la concurrence entre les pélycosaures et les thérapsides dinocéphaliens et biarmosuchiens. Chez les pélycosaures ne survivront que les caséidés et les varanopsidés, qui ne s'éteindront qu'au cours de la crise Permien-Trias. Aux Guadeloupiens, alors que le Late Paleozoic Ice Age se termine, les biarmosuchiens tels Eotitanosuchus et les dinocéphales au crâne pachyostosé ont remplacé les pélycosaures et colonisent toutes les niches écologiques continentales. C'est la grande radiation des thérapsides basaux, sujet d'une vidéo entière déjà sortie sur la chaîne. Le congourien et le roadien sont marqués par un gap fossilifère. Cette lacune dans le registre fossile illustre la grande baisse de diversité d'innombrables groupes des océans et de la Pangée au Permien, conséquence des bouleversements climatiques et environnementaux engendrés par la fin du Late Paleozoic Ice Age. Les forêts tropicales voient d'ailleurs leur superficie se réduire de façon dramatique, y compris sur les îles sino-coréennes. Au Capitanien, alors que les dinocéphales dominent les milieux continentaux, une nouvelle extinction de masse débute, conséquence du grand réchauffement global, d'une grande aridification et d'une augmentation croissante de l'activité volcanique illustrée par les traps d'Emeshan. Ce n'est cependant qu'un prélude à la grande extinction de masse qui débute, celle du Permien-Trias.